Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous continuons nos séries d'entretiens. Aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre d'un grand poète, d'un grand panafricaniste. C'est lui que Senghor présenté comme le poète le plus doué de sa génération, un artisan du verbe. Vous aurez compris que je parle de Amadou Lamine Sall et le prétexte c'est sa candidature au poste de secrétaire général de la francophonie. Bonjour Monsieur Sall. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre cursus scolaire, cursus académique, concrètement, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Je crois que vous avez dit l'essentiel. Moins j'en dis, et plus c'est mieux. Vous m'avez présenté comme un poète. Je crois que Amadou Lamine Sall est connu comme un poète, qu'on le veuille ou non. Et je suis né à Kaolack, j'ai fait toutes mes études à Kaolack avant de regagner Dakar pour l'université de Dakar. Ensuite, j'ai été en France pour poursuivre mes études. Mais à cette époque, j'étais accompagné de Léopold Sédar Senghor. Et ensuite, je suis rentré au pays beaucoup plus tard. Pour le parcours académique que vous me demandez, je suis bachelier du lycée de Kaolack. Et j'ai fréquenté l'université de Dakar. Je suis licencié en lettres. J'ai une maîtrise en sociologie. Je suis sorti de l'école des hautes études en sciences sociales et politiques de Paris. J'ai fait également une école que j'aimais beaucoup, à l'IFP, mais qui est l'école des journalistes de Paris. Parce que j'ai rêvé d'être un reporter sportif. Parce que j'étais un peu fou de Pathé Diéfal, de ce qu'il faisait. Et j'avais rêvé d'être un sportif, un reporter sportif. Voilà un peu. Mais qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Écoutez, l'écriture, c'est... Je crois que je suis né avec. Parce que ma mère était une poétesse. Et j'ai dit toujours que j'étais poète dans le ventre de ma maman. Et puis, à l'école, au lycée, j'ai rencontré des professeurs de français, qui m'ont fait aimer la langue française, qui m'ont fait aimer la littérature française, parce que c'est beaucoup plus tard à l'université de Dakar que j'ai découvert la littérature africaine. Mais au lycée, nous n'avions que des programmes français et des auteurs français. Donc j'aimais beaucoup la lecture. J'avais des professeurs de français qui m'ont fait aimer, comme je viens de le dire, la langue française, et qui m'ont fait beaucoup lire. Et comme je lisais de grands auteurs, j'avais envie un jour d'être comme eux, sans savoir pourquoi. Des auteurs, des livres qui vous ont marqué, vous ont particulièrement? Oui, c'était des poètes particulièrement. J'étais très sensible à la poésie de Victor Hugo, de Lamartine, de Baudelaire, de toute la poésie française. J'étais vraiment fou de la poésie française. Donc je connaissais tous les auteurs par cœur. Et j'aimais beaucoup également une poétesse, mais qui était ma propre maman, mais qui composait des vers pour chanter mon papa. Donc j'ai baigné dans cette poésie-là, et je crois que cela a eu un immense impact sur ma vie d'écrivain et de poète. Vous avez écrit d'ailleurs, si je ne me trompe, un ouvrage sur votre maman, ou un ouvrage qui... Voilà. Oui, moi je suis principalement poète. Je ne suis pas un romancier. Je ne peux pas être romancier. Il faut être très fort pour être un romancier. On dit que la poésie est beaucoup plus difficile que les romans, mais je ne crois pas. Donc je suis poète. Je n'ai jamais écrit de roman, mais j'ai écrit ce que l'on pourrait appeler des récits ou des essais. J'ai écrit sur ma vie, par exemple, avec Léopold Sédar Senghor. J'ai écrit
sur la vie de mon maman, comment maman a rencontré papa. Et puis j'ai écrit également à la mort de ma maman, je lui ai dédié un ouvrage également. Voilà un peu ça. Oui, mais on sait qu'aussi dans vos écrits, vous parlez beaucoup de la mort, de la liberté, etc. Certains aussi ont noté qu'il n'y a pas beaucoup de ponctuation dans vos écrits. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme... Qu'est-ce qui a guidé cela dans vos écrits? Oui, vous savez, je crois que vous posez une question importante. Mais vous savez, quand on arrive dans la littérature, si on veut y rester, il faut vraiment créer quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup fréquenté Senghor, mais je ne voulais pas être un Senghor bis. Parce qu'à quoi cela aurait-il servi d'être un Senghor bis? Mais ça n'a pas de sens. Il faut donc arriver à l'écriture avec sa propre identité, avec sa propre force. Essayer d'être soi-même et de créer quelque chose que personne n'a jamais créé. Voilà ce que j'ai recherché en tout cas, mais dans la poésie. Et c'était le plus difficile pour moi. Parce que, comme vous le savez d'ailleurs, dans tous les genres littéraires, tout a été écrit. Depuis des siècles et des siècles, il n'y a pas une thématique qui n'ait pas été traitée. Alors, aujourd'hui, comment arriver à être un écrivain, un poète, connu, reconnu, respecté, lu à travers le monde, traduit? Je cherchais ma voie et je ne sais pas si je l'ai trouvée. Quelque part, on peut dire que c'est une réussite parce qu'aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de prix. Aujourd'hui, certains de vos ouvrages sont traduits en mandarin, si je ne me trompe, rare auteur traduit en mandarin, en néerlandais, si je ne me trompe aussi. Vous avez raison, j'ai eu la chance d'être traduit dans beaucoup de langues. Dans toutes les langues internationales, j'ai été traduit. En anglais, évidemment, en arabe, en russe, en espagnol, en portugais. Et je viens d'être traduit en mandarin, parce que j'ai gagné un très grand prix de poésie en Chine. J'ai été en Chine il y a quelques mois, et j'ai été traduit en mandarin. Il y a 1,4 milliard de Chinois. Alors, si j'ai la chance d'être lu par ce 1,4 milliard, bon, je crois que je vous achèterai une voiture. Je vous taquine. Mais je suis très heureux et je remercie Dieu d'avoir été ce que je suis aujourd'hui. Et je dis toujours que j'ai peur de dire que j'étais un poète. J'ai toujours peur de dire que je suis un écrivain. C'est dans 50 ans, dans 100 ans, quand je ne serai plus là, que l'on saura si Amadou Lamine Sall a été véritablement un grand poète ou un petit poète. Et je le dis toujours, parce que c'est l'histoire qui compte. Mais ce qui se fera après moi, comment mes œuvres vont vivre, et qui les lira, est-ce qu'elles vont rester? Mais en tout cas, pour le moment, elles sont traduites, mais dans toutes les langues, elles sont presque dans toutes les bibliothèques du monde, elles sont enseignées également à l'étranger, dans de grands pays du Nord, dans de grands pays européens, ici en Afrique. Et je crois qu'on ne peut pas demander mieux, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à être humble et à continuer à travailler. Voilà, mais M. Sall, même cette humilité-là, ça frappe tout le temps les gens. Par exemple, quelqu'un qui est arrivé, qui est parti de Kaolack, si je ne me trompe, qui est arrivé au summum de la connaissance, d'un travail intellectuel extraordinaire, mais on sent toujours de l'humilité chez vous. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Mais vous savez, moi je suis né d'une famille très pauvre, hein, d'une famille normale. Hein, donc je n'ai pas grandi dans le luxe, et je n'ai pas connu le luxe. J'ai perdu mon père très tôt, j'avais à peine 7 ans, 8 ans. Et c'est ma mère qui m'a pris en charge.
Et nous avons eu une vie très difficile. Et donc, je connais la vie. La vie me connaît. Je me suis battu à l'école, parce que ma seule chance, c'était l'école. Et comme j'avais cette chance d'avoir été à l'école, je me suis battu pour avoir des diplômes, pour avoir un travail. Et maintenant, à l'écriture, c'est autre chose. L'écriture, ce n'est pas un problème de diplôme. L'écriture, ce n'est pas un problème d'académie. L'écriture, je crois que c'est un don du divin, mais qui fait que vous avez cette passion de l'écriture comme d'autres. On a la passion des chevaux, ou on a la passion des poulaillers, ou on a envie de faire de l'agriculture. Moi, j'avais la passion de l'écriture, parce que mes professeurs, justement, m'ont fait aimer la littérature. Et j'avais également une maman, mais qui était une grande poétesse. Et donc, j'ai vécu comme un Sénégalais modeste, mais qui n'est pas riche, et qui se battait chaque matin pour vivre et pour manger. Et quand on grandit dans cette atmosphère, quand on se bat chaque jour avec la vie, et je crois qu'on ne peut qu'être humble. D'ailleurs, je crois que la vraie connaissance, la vraie grandeur est dans l'humilité. Et puis, j'ai eu une vie très étrange. Dieu a mis sur mon chemin Léopold Sédar Senghor. Et Léopold Sédar Senghor m'a beaucoup appris, mais ce qu'était l'humilité. Léopold Sédar Senghor, vous l'avez dit tout à l'heure, la rencontre avec Senghor, qu'est-ce que ça a été un apport extraordinaire. En tant que poète, en tant qu'Amadou Sall, en tant qu'humain, quel a été cet apport de Senghor dans votre vie? L'apport est immense. Je dis toujours qu'à part mon papa et ma maman, c'est Senghor qui a fait de moi ce que je suis. Je n'aurais jamais pensé que je rencontrerais Léopold Sédar Senghor. Moi, j'étais très jeune. J'avais à peine 22 ans, 23 ans. Comme Abdou Diouf d'ailleurs. Il l'a rencontré aussi très jeune. Voilà. Abdou Diouf l'a rencontré, il avait 18 ans. Voilà, c'est ça. Bon, à Saint-Louis. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 22 ans, 23 ans. Et je l'ai rencontré autour de la poésie. On est venu me voir en me disant que le président Senghor voulait vous rencontrer. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé de le rencontrer. Et pourquoi ce refus à l'époque? Et on a insisté, j'ai refusé, mais parce que, vous savez, j'étais étudiant, et tous les étudiants sont des révolutionnaires, et je n'avais pas envie de rencontrer un chef d'État. Je n'aimais pas les hommes politiques. Je fuyais les hommes politiques. Et donc, je n'avais pas envie de le rencontrer. Et je me rappelle que Djiboka, à l'époque, avait beaucoup fait pour que j'aille répondre à l'invitation du président de la République. Et puis finalement, j'ai accepté d'y aller. Et quand je suis venu, Senghor m'a dit, mais écoutez, j'ai appris que vous ne vouliez pas à me rencontrer. Et je lui ai dit, oui, mais c'est vrai, je ne voulais pas vous rencontrer. Il m'a dit, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Et il m'a dit, vous avez écrit un livre de poésie. J'ai lu, et j'ai trouvé que c'était bien. Et je voulais vous connaître, je voulais vous voir. Je voulais vous encourager à poursuivre dans cette voie. Et il me dit, je vais nommer un Premier ministre pour me reposer un peu. Mais la politique ne m'intéresse pas. Je suis tombé en politique par accident. Je vais partir, je vais quitter le pouvoir. Et ce que je veux laisser, c'est une nouvelle littérature, une nouvelle danse, un nouveau cinéma, une nouvelle architecture. Voilà ce que je veux laisser en partant. Et j'ai vu que vous étiez un poète qui avait ses chances. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit. Et c'est pourquoi je vous ai fait appeler pour vous encourager, vous féliciter et vous dire que désormais, j'ai l'œil sur vous. Je vais vous aider à grandir, on sera ensemble. Voilà comment j'ai rencontré Senghor. Et quand je suis sorti du palais présidentiel, à l'époque, j'avais une petite chambre
aux HLM 5. Alors j'ai traversé tout le marché Sandaga en marchant. Et je riais parce que je disais que si je disais aux passants que je sors du bureau de Léopold Sédar Senghor au palais présidentiel, personne ne me croira. Hein, donc je suis allé prendre tranquillement le car rapide pour rentrer chez moi. Donc voilà comment j'ai rencontré Senghor. Et quand il a quitté le pouvoir, il a demandé à ce que je l'accompagne en France. Il m'a dit que je vais faire 6 mois en France et 6 mois au Sénégal. Et je voudrais que vous soyez avec moi, à mes côtés. Voilà mon aventure avec Senghor. Cette rencontre-là, qu'est-ce que ça a amené en termes de perspective dans votre vie en tant que poète? Vous savez, quand vous rencontrez un homme de cette dimension, qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous n'avez jamais pensé dans votre vie, mais rencontrer Senghor. Mais c'est comme si un imam s'est réveillé et qu'on lui disait que le prophète Mohammed voulait vous rencontrer. Est-ce que vous voyez le choc? Et donc, j'ai vécu à côté de Senghor. Et j'ai beaucoup appris. Il m'a appris le travail. Il m'a appris la discipline, la ponctualité, l'amour des livres, l'élévation, la grandeur et surtout l'humilité. Senghor était un homme très, très, très humble. Un homme très, très, très simple. On avait du mal à croire qu'il avait été dans sa vie président de la République du Sénégal. Nous avons fait le tour du monde. Et Senghor avait oublié, il avait oublié qu'il avait été dans sa vie président de la République. Il était devenu un homme simple. Et j'ai vécu avec cet homme, on a voyagé à travers le monde. Et comme j'étais jeune, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup grandi. Voilà ce que Senghor m'a apporté. Dans ce que vous dites, je sens que vous parlez beaucoup de livres, mes rapports avec les livres. On sait qu'un intellectuel, de ce quoi un poète, certainement, il a un rapport particulier avec les livres. Comment vous arrivez à concilier ça avec votre vie de famille? Non, j'ai choisi. Vous arrivez à concilier les deux? J'ai ma vie. Ma vie, mais c'est d'abord les livres. Ma première épouse, mais ce sont les livres. Ma première famille, ce sont les livres. Et j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui ne m'a pas posé beaucoup de problèmes parce qu'elle savait que je n'étais heureux qu'avec les livres. Je ne suis pas heureux quand je n'ai pas de livres. Hein? Même dans mon lit conjugal, les livres prennent beaucoup plus de place que ma femme. et souvent, nous avons des bis ensemble parce que elle voulait que je range mes livres. Donc, les livres ont été ma vie. Les livres ont été ma vie. Les livres m'ont apporté énormément. J'ai visité le monde. J'ai visité le monde d'abord par les livres, avant de prendre l'avion et de voyager. J'ai d'abord connu le monde, visité le monde à travers les livres. Et je suis un passionné de lecture. Je suis un passionné de connaissances. Je n'ai jamais cherché de l'argent. Je ne sais même pas ce que c'est l'argent. Je n'en ai jamais fait une priorité. Mais si j'ai un livre, je n'ai pas besoin de manger. Je n'ai pas besoin de boire. Et c'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est donc d'abord le livre qui est le premier compagnon de ma vie. Et ma famille le sait, mes enfants le savent, et je crois que je suis un homme heureux avec les livres. Mais aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que par exemple, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont un peu délaissé la lecture et les livres. Si vous avez des conseils, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui en tant que poète, en tant que quelqu'un quand même qui a beaucoup consacré sa vie aux livres? Qu'est-ce que vous leur donnez en termes de conseils? Vous posez une bonne question et tout le monde pose cette question.
Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus, les adultes aussi ne lisent plus. On ne doit pas seulement parler des jeunes, on doit aussi parler des adultes. Et les adultes ne donnent pas souvent le bon exemple. Hein? On parle beaucoup des jeunes, on s'inquiète beaucoup pour les jeunes, mais il faut s'inquiéter pour les adultes également. Je crois que les adultes ont commencé à donner le mauvais exemple. Et les jeunes ont presque suivi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il est trop tard. Il est trop tard pour les jeunes d'aller vers les nouvelles technologies, les réseaux, dans le numérique, dans le digital, qui est leur monde. Moi, quand j'étais à l'école, au lycée, à l'école primaire, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de technologie. Et donc, c'est le livre qui occupait toute la place. Alors, je suis triste, très triste, mais de voir que notre jeunesse aujourd'hui, elle est loin. Elle est loin de la connaissance. Hein. Elle parcourt des mondes qui ne lui apportent pas grand-chose. Je n'ai pas de solution. Je ne peux pas vous donner une solution. Et je commence par ma propre famille d'ailleurs. J'ai du mal à faire lire à mes enfants. Hein. Ils lisaient avant, mais maintenant j'ai du mal. Mais je crois que nous devons avoir une politique du livre et de la lecture. Il faut que nous commencions par l'école. Notre système éducatif est à terre. Nous devons refonder ce système éducatif et faire de sorte que les jeunes mais qui sont à l'école primaire, recommencent à aimer le livre. Aujourd'hui aussi, oui, nous savons que vous avez déclaré votre candidature au poste de secrétaire général de la francophonie. Qu'est-ce qui a guidé, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir être le secrétaire général de la francophonie du moins? Vous posez une question fondamentale. Oui, je suis candidat au poste de secrétaire général de la francophonie, mais je ne l'ai pas décidé. On est venu me chercher, on m'a proposé d'être le candidat du Sénégal, et donc je n'avais pas le choix et j'ai dû accepter. Alors j'aime la langue française et j'ai vu comment cette langue elle était en danger. La francophonie également, c'est l'ensemble des pays qui parlent français. Et je me suis rendu compte que tout le monde avait abandonné la francophonie. Le Mali a quitté la francophonie, le Niger a quitté la francophonie, le Burkina Faso a quitté la francophonie. Et d'autres se sont éloignés de la francophonie. Et ce sont les Africains qui ont créé la francophonie. Ce sont les Africains qui ont inventé la francophonie. C'est Senghor qui a inventé la francophonie. Mais ce n'est pas la France. La langue française, elle n'appartient plus seulement à la France. Elle nous appartient, c'est notre langue. J'ai donc voulu aller vers ce poste de secrétaire général de la francophonie pour refonder la francophonie, pour faire de sorte que le français, aux côtés des langues africaines, puisse se développer. Et je veux ramener la famille francophone ensemble. Et au moment où je vous parle, donc, je voudrais remercier le ministre de la Culture du Sénégal qui a fait un communiqué officiel pour soutenir ma candidature. Je voudrais remercier... Il y a aussi de grands intellectuels qui soutiennent votre candidature. Notamment, si je ne me trompe, il y a Alioune Tine. On sait que ça va aussi contre. Effectivement. Je suis très très touché par le nombre de personnes qui est au Sénégal. C'est tout le peuple sénégalais, vraiment, mais qui est autour de ma candidature, sans compter à des Africains, des Européens, mais qui sont autour de ma candidature. Le ministre... Les anciens amis de Senghor? Oui, bien sûr, les anciens amis de Senghor, mais qui pensent qu'Amadou Lamine Fall, qui est un peu l'enfant chéri de Senghor, a le droit d'occuper ce poste à la francophonie. Alors maintenant, j'attends que mon pays valide ma candidature, parce que si mon pays ne valide pas ma candidature, je ne pourrai pas aller au poste de secrétaire général de la francophonie. Mais j'espère que ma candidature va être validée et que le Sénégal prendra ce poste et que le Sénégal va de nouveau
à dominer le monde, dialoguer avec le monde, échanger avec le monde, apporter des solutions à la francophonie et à l'Afrique. Voilà, je pense que ce qui nous était imparti en termes de temps est fini. Est-ce que vous avez un message, peut-être quelque chose que vous voulez dire aux téléspectateurs qui par rapport notamment à la francophonie, ou quelque chose que vous voulez vous dire à l'encontre des jeunes qui vous écoutent? Je voudrais remercier tous les Sénégalais. Je voudrais leur dire que les temps sont durs, mais qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Ce pays est un grand pays et qu'ensemble, nous allons le construire. Je voudrais demander aux jeunes, n'attendez pas Diomaye Faye, n'attendez pas Ousmane Sonko, n'attendez pas l'État pour aller chercher du travail. L'État vous a donné l'école. Profitez de l'école, travaillez et faites plaisir à votre papa, à votre maman. N'attendez personne pour travailler et gagner de l'argent et faire votre vie. Il faut vous battre. Si vous êtes à l'école, cherchez des diplômes et battez-vous. Si vous n'êtes pas à l'école, trouvez un métier et battez-vous. Mais n'attendez pas Diomaye. N'attendez pas Sonko, n'attendez pas l'État. L'État a fait ce qu'il devait faire et l'État ne peut pas tout faire. Moi, je parle pour moi parce que j'étais pauvre, ma famille n'était pas riche, je me suis battu. Je suis allé à l'école, j'ai cru à l'école, j'ai eu des diplômes, j'ai fait des concours. Mais donc, je voudrais dire à cette jeunesse, de penser toujours à leur famille, de penser à leur maman, à leur papa, mais qui se sont battus pour faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, et qu'ils n'attendent personne pour rendre heureux leur papa ou leur maman. Et je voudrais que tout le monde ait confiance en ce pays. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se battre. Mais c'est la vie. Et c'est le temps du monde qui est difficile. Et je voudrais également demander à ce que tout le monde soit autour de moi pour que je puisse accéder à ce poste à la francophonie. Et pour la poésie, vous me demandez de vous lire un poème, parce que bon, je suis un poète, mais je ne connais pas mes poèmes par cœur. Mais j'ai 2 vers, mais que j'aime beaucoup dans ma poésie, et je vais vous les lire. C'est « Tant qu'il y a le ciel, il y a toujours l'espoir qu'un oiseau y passe. Loolu mooy bu kenn tiit, bu kenn bañ a gëm sa bopp, ku nekk da nga gëm yàlla, gëm say waajur, gëm sa bopp. Tant qu'il y a le ciel, il y a toujours l'espoir qu'un oiseau y passe. Soo taxawee ci mbedd mi altine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ngay xool asamaan si rek picc dina la mos a romb. Bon, mais c'est ça mais que j'ai dit en poésie. Tant qu'il y a le ciel, il y a toujours l'espoir qu'un oiseau y passe. Donc, mais que chacun ait confiance en lui-même. Mais que chacun s'agenouille devant sa maman, devant son papa. Mais que chacun croit en Dieu. La foi est importante. Elle soulève des montagnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Non, vous savez, moi j'ai vécu avec Senghor. Je dormais avec lui, je mangeais avec lui, je vivais avec lui. Bon, mais ça, ce sont les Sénégalais, mais qui avaient une vision de Senghor. La vision de Senghor, c'est que Senghor était un Sérère. Et qu'il avait un accent sérère, très, très fort. Et quand il parlait le français, et même quand il parlait le Wolof, on riait. On riait un peu parce qu'il avait une manière à lui de parler. Moi, je ne peux pas le singer. Il y a des comédiens sénégalais mais qui le font très bien. Mais moi, je ne peux pas le faire. Mais je veux simplement dire que le Senghor que j'ai rencontré, l'homme avec lequel j'ai vécu, était un homme extraordinaire. D'abord, c'était un croyant. Je voulais témoigner devant tous. Il était d'abord un croyant. Il avait une foi extraordinaire. Et c'était un Sénégalais. C'était un vrai Sérère. Senghor n'était pas un Toubab. Il avait une femme Toubab.
Mais Senghor n'a jamais été un toubab. Moi qui ai vécu à côté de lui, j'ai vu ce qu'il mangeait. Senghor aimait beaucoup les tchérés. Et les tchérés, il ne mettait pas de la viande, il ne mettait même pas du poisson. Hein? Il le mangeait presque avec de l'eau chaude. Donc c'était un homme très simple. C'était un homme très humble. Et quand on sortait prendre le café, il n'avait même pas de quoi payer son café. Il ne connaissait pas l'argent. Il ne savait pas ce que c'était l'argent. Lui, mais c'était vraiment une exception. Mais c'était un homme exceptionnel. Et je voudrais que vous me permettiez de conclure en disant aux Sénégalais, aux jeunes, aux vieux, qu'il ne faut jamais oublier, mais que ce pays a été bâti par un poète. Il n'a pas été bâti par un astronaute, ni par un ingénieur, ni par un capitaine de bateau. Le Sénégal